Salut, c'est Cindy et vous écoutez Autour du Cornet. Et bon, je me suis dit un petit mal de ventre, j'ai du mal digérer, c'était des pâtes carbo que j'ai mangé. Un petit prout et ça repart. Exactement. Cette voix incroyable que vous venez d'entendre, c'est celle de Florian Bisbrook, qui est baryton. Nous avons parlé de la façon dont il a géré sa vie pro avec sa vie perso, car au début, comme il le dit, ça n'a pas été évident du tout. Nous avons également parlé de comment ça s'est passé avec ses parents, pour qu'ils acceptent qu'il poursuive ses rêves dans la musique, alors qu'il avait un cursus scolaire à l'opposé de ça. On a également évoqué le fait d'aller sur scène en étant malade, de la solitude que l'on peut ressentir lors des représentations, des castings, du milieu de l'opéra et des attendus qui sont pas toujours évidents à anticiper. On a également parlé de Metal Gear Solid, Geek for Life, du collège, car nous nous connaissons depuis nos 10 ans, même si on se voit tous les 10 ans. Bref, on a parlé de beaucoup de choses car Florian n'a pas sa langue dans sa poche et de toute façon, quand une personne est aussi intéressante et inspirante, je n'ai pas envie de le couper. J'espère que vous apprécierez ce podcast et que ça vous inspirera en retour. Bonne écoute, tchou tchou. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'était revus, tu avais regardé un spectacle, et alors j'étais en pleine étude et c'était... Maintenant, avec le recul, je me dis c'était ridicule, je veux dire, le spectacle que je t'ai montré. Mais bon, j'étais en pleine étude. Ah, si, c'était, je me souviens que tu avais ramené une cassette ou un CD. Ouais, c'était sûrement un DVD que mon père avait filmé. Il était très fier. Mais voilà, j'étais venu te montrer ce beau DVD. Tu voulais savoir ce que je faisais. Je t'avais montré. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis... voilà. Mais bon, on a tous commencé quelque part, hein, c'est pas... C'est ça, exactement. Et tu te souviens de la première fois que t'es monté sur scène ? Vraiment, pas forcément en tant que chanteur, la première fois de ta vie. Où je suis monté sur scène. Sur une scène, qu'elle soit grande ou... en fait, j'ai même une vidéo de ça. C'est la danse des écoles de l'école de Saint-Joseph de Neuville-en-Ferrain. L'école, pas le collège. Oui, c'est ce que je me disais, il n'y avait pas ça. Il y a l'école qui est juste à côté, juste à Nantes. Et j'ai une cassette vidéo de ça. Et en fait, en regardant cette vidéo, j'ai des images en tête de moi dedans. C'est-à-dire que on était à l'époque où tout était à peu près permis, on était déguisés en tonkinois, et c'était une chanson qui s'appelait la tonkinoise, il me semble. Enfin, bon, bref. Et on avait évidemment tous les clichés, la toge, le grand chapeau chinois et tout ça. Et moi, évidemment, la toge n'était pas ajustée et ça descendait sur mes pieds. Et je me souviens faire ça avec mon pied pour ça. J'ai vraiment une idée très précise de ce moment-là. C'est très drôle. Okay. Je devais avoir 4 ans, 5 ans. Voilà. D'accord. Et mes parents qui faisaient signe comme ça dans le... Lève la toge, lève la toge. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, je fais un grand signe du bras. Moi, je me souviens de la première fois que je t'ai vu sur scène. Ah, c'était quand ça ? C'était au collège. Oula. Et on était dans... Je sais pas si c'est pas un club de théâtre, mais on avait des cours de théâtre avec un des profs de l'école, un prof de français, il me semble, j'ai plus son nom. Monsieur Varroquier. Peut-être. C'est possible. Peut-être ça. Mais je me souviens pas du cours de théâtre. Moi, je me souviens du groupe gospel au collège Saint-Joseph. Alors, le théâtre, il me semble... ça devait être, à mon avis, en 6e, parce que moi, je suis pas restée longtemps, mais je me souviens, on a fait du Molière. On a fait une pièce de Molière. Mon Dieu. Ouais. C'était dans le Malade imaginaire, il me semble. Et je me souviens qu'il y a eu un des moments où t'es tout seul sur la scène, et il y a une théière sur la scène, et il y a un plumeau aussi dans ta main. D'accord. Et que, je sais pas, t'as dû combler un moment de blanc où il y avait personne qui parlait, c'était une sorte de petite pause entre deux scènes, et tu as fait, mais péter de rire tout le monde, parce que t'as pris ton plumeau, t'as pris cette théière, t'as regardé comme ça, je te revois le faire. Attends, tu regardes comme ça, j'ai tu une fais... vision. Et t'as fait ton show comme ça, genre avec ton plumeau dans la théière. Et là, il y a tout le monde qui a explosé de rire et tout. Mais t'étais tout dans ton... Ah, moi, j'étais dans mon élément. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que ce soit un homme à tout faire, justement. C'est que c'est vraiment les rôles c'est les rôles qui me sont attribués aujourd'hui. C'est vrai ? Vraiment, Figaro, dans Les Noces, tout ce qui est tout le Camara, ce qui fait dans l'élixir d'amour, tout ça. C'est tout des gens qui... ce qui s'appelle normalement soit des basses bouffes, soit des rôles de caractère. Et c'est des rôles qui demandent d'avoir ce petit pet au casque qu'il faut bien pour bien le jouer. Et mais je me rappelle, maintenant que tu me parles de la théière et du plumeau et que de moi en train de faire ça, je me dis
Ouais, t'as dû vraiment me voir là-dedans parce que c'est vraiment le genre de truc que je suis capable de faire aujourd'hui si je dois combler un moment, quoi. Ouais. Je fais un truc totalement ridicule et c'est toujours ça qui marche. Ouais. Et ben, ça marchait déjà en sixième, écoute, à 11 ans. C'est beau. Bah, figure-toi que là, si ça c'était en sixième, en CM2, j'ai déjà eu un premier contact avec la scène qui est où je faisais aussi une pièce de théâtre qui s'appelait La Salle d'attente. Et je me souviens encore des premiers mots. C'était, je sais plus le nom de la fille qui était avec moi sur scène. Elle me fait, alors, elle avait un tic de langage qui était absolument délicieux. On dirait ça maintenant. C'est un petit truc à la parisienne, tu sais, un petit à la fin des phrases. Et elle faisait, je lui disais, tu aimes attendre, toi? Et elle me répondait, pas particulièrement. Et c'était très très drôle. Pas particulièrement, mais je me souviens encore de ce moment. Et là déjà, Madame Blick, je ne sais pas son prénom, a été voir mes parents à la fin et lui a dit votre fils a quelque chose quand même. Alors j'étais pas forcément le meilleur à conseiller dans ce genre de domaine parce que j'étais quelqu'un de très turbulent, très hyperactif quand j'étais en primaire et en pas secondaire, mais juste avant le collège, quoi. Et je travaillais très bien à l'école, donc ça, ils pouvaient rien dire là-dessus. Mais qu'est-ce que je foutais le bordel, c'est n'importe quoi. Et quand ils ont été voir mes parents, je sais pas si j'avais l'impression que ça allait leur crever le cœur, leur dire que j'avais quand même un talent quelque part. Et d'ailleurs, je profite de ce podcast, ici, je fais une petite aparté, une petite parenthèse, pour si jamais cette personne se reconnaît dans nos auditeurs, pour remercier une dame qui s'appelle Madame Lecoutre, il me semble que c'est Laurence, son prénom, qui était la prof de musique de l'école Sacré-Cœur à Neuville-en-Ferrain. Ça, et je pense que c'est elle qui m'a donné ce virus de la musique et qui m'a fait me rendre conscience, me faire prendre conscience que la musique était quelque chose fait pour moi, parce que c'est à partir de la 6e où j'ai commencé la musique au conservatoire de Tourcoing et où je suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc c'est merci beau. Madame Lecoutre, c'est beau. Eh ben on la remercie. Et d'ailleurs, Madame Lecoutre, ça serait bien. Elle est derrière la porte. Un jour, j'ai été voir un concert au Sébasto à Lille. C'était un pianiste qui s'appelle Simon Fache qui faisait un concert avec 50 autres pianistes. Et ils étaient 50 ou 30, ils étaient beaucoup sur scène. Il y avait des pianos droits avec tous les pianistes de la région qui faisaient. Et lui était sur un piano que en avant-scène. Il y avait mon meilleur ami dedans. Enfin voilà. Et il y avait une pianiste qui s'appelait Madame Lecoutre, que j'avais essayé d'attendre à la fin, à l'entrée des artistes, pour savoir si c'était elle qui était... et je ne l'ai pas revue. Donc j'étais un petit peu déçu ce jour-là. Mais voilà. Si elle était apparue là, ça aurait été vraiment... non, bah non, ça aurait été vraiment génial. Je n'avais pas encore la ref. Mais t'as pas essayé de rechercher après ou... Bah en fait, comme j'ai aucune idée, j'ai aucun souvenir de savoir l'âge qu'elle avait à l'époque, ça se trouve, elle a arrêté le métier 10 ans après que je sois là. Donc, ça se trouve, elle a 80 ans aujourd'hui et que c'est pas du tout elle que j'ai vue dans ce spectacle. Ou ça se trouve, elle avait 25 ans et j'ai vraiment aucun souvenir du physique qu'elle avait. Donc ça, c'est autre chose. Mais je me souviens que c'était des moments vraiment bien en cours de musique au primaire. Et tu savais déjà que tu voulais faire ça de ta vie ou t'étais plus dans un standard d'abord les études et après tout ce qui est passion, tu vois? Parce qu'on entend souvent ça quand même des gamins qui disent moi plus tard je vais être chanteur, acteur, etc. D'accord, mais d'abord fais des études pour avoir un vrai métier. Ah oui, alors ça c'est plutôt le rôle de mes parents dans l'histoire. Moi je veux faire chanteur, mais depuis très très tôt. C'est-à-dire que même bien avant l'opéra, fallait me voir dans ma chambre avec une cassette ou un DVD de Lara Fabian ou de Céline Dion ou ce qu'on veut. Oui, je suis team Lara Fabian, team Céline Dion. Pour un chanteur lyrique, ça peut paraître un peu original, mais voilà, c'est les artistes qui étaient de ma génération qui me faisaient rêver à l'époque. Et quand fallait me voir dans ma chambre, j'enchaînais je remettais toujours la même musique en boucle, mes parents pouvaient plus, c'était génial. Je prenais un magnétophone quand j'étais en vacances en Bretagne, je me souviens, je chantais Sister Act, le Oh Happy Days de Sister Act, dont j'ai repris évidemment la musique au groupe gospel tout est lié dans la vie, c'est pas et au groupe gospel en 3e avec Monsieur Lapi et Monsieur Koutouzi. Tu te souviens pas de ces profs? Ça me dit absolument rien. Bah donc ils ont fait le groupe gospel et je me souviens les deux solistes de ce groupe, c'était moi
et un autre chanteur qui s'appelait Florian Magnier, et qui est aujourd'hui responsable culturel à la ville de Neuville. C'est pas mal. Et deux Florian qui faisaient les solos, et on faisait, je me souviens, je sais plus en 4e ou en 3e, on faisait une battle dans le réfectoire du collège Saint-Joseph. Ça, je me souviens très bien. Alors, autant le théâtre, j'ai des vagues souvenirs de ce plumeau, mais le groupe gospel, ça je m'en souviens très bien, il y avait vraiment tout le chœur des filles qui étaient derrière, c'était vraiment on se la jouait un peu à High School Musical, mais c'était sans les caméras et les paillettes, mais c'était vraiment bien. Et du coup là t'es plus parti sur le chant. Pourquoi plus le chant que le théâtre? Ah bah l'un va pas sans l'autre. Après l'opéra, enfin donc j'en reviens où j'étais avant. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais vraiment orienté variété. Donc je chantais que de la variété. J'ai jamais chanté d'opéra avant de rentrer dans la classe de chant de la classe de Tourcoing à l'époque. Je chantais dans des chorales. Donc on chantait plus du classique. C'était pas une chorale de musique pop en gros. Ouais. C'est vraiment une chorale où on chantait du Gounod, du Rameau, voilà, un peu dans le genre des choristes en gros. Quand je faisais du classique en gros à la chorale, et moi je voulais être chanteur de variété, je veux dire Star Academy, moi ça me faisait rêver ce genre de choses. Et donc en gros moi j'ai voulu prendre des cours de chant, donc dès l'âge de 15 ans, je faisais du solfège au conservatoire de Tourcoing, du piano. Et j'ai su qu'il y avait une classe de chant, donc je me suis dit allez, on va auditionner la classe de chant, sauf que déjà c'était du chant lyrique, parce que là ça me dérangeait pas trop, mais le problème c'est qu'on pouvait commencer qu'à l'âge de 18 ans après avoir mué totalement. Sauf qu'à 15 ans j'avais pas la voix d'aujourd'hui qui est bien travaillée techniquement et tout ça, mais j'avais au moins cette voix grave, c'est-à-dire que j'ai mué très tôt, et qu'il fallait quand même que c'est un peu celui qui fait du judo et qui peut pas avoir qui a 12 ans et qui peut pas avoir sa ceinture noire avant l'âge de 18, quoi. C'était un peu celui qui doit attendre pour pouvoir réaliser ce qu'il voulait faire. Et à 17 ans et demi, j'ai passé l'audition parce que c'était l'année de mes 18 ans, et ils m'ont dit ouais, il y a quelque chose, non. Mais il y avait quelque chose dans le classique, pour le coup. Alors que j'avais jamais travaillé ça. Et après j'ai changé de prof parce que c'était j'ai eu un prof qui me ressemblait plus à Valenciennes. Et là j'ai commencé à vraiment à faire des cours de chant lyrique, et en plus de ça en parallèle, parce que j'étais au conservatoire de Tourcoing et que il y avait pas mal de monde et tout ça que j'ai rencontré, j'ai commencé à faire des contrats pro assez tôt. C'était très mal payé, mais je m'en foutais. Moi, je vivais de ça. Je gagnais de l'argent avec et je m'amusais, oui. Voilà. Après, j'ai toujours dit que mon métier, il y a le mot jeu dans le métier, il y a le mot jouer. Donc ça, c'est cool. Et en gros, de fil en aiguille, en faisant de plus en plus de contrats et tout ça, je me suis dit, bah, va pour l'opéra. Et je trouve que c'est un style que j'aime bien, et c'est un style que quand on chante sur scène, c'est pareil dans la pop, hein. Mais c'est encore plus dans l'opéra, c'est qu'on est au milieu de la scène à passer un orchestre entier. On est tout seul au milieu de la scène, et le but du jeu, c'est de passer l'orchestre et de se dire que moi, avec mes deux petites cordes qui font 2 cm chacune, j'arrive à passer un orchestre sans micro, sans rien. C'est ça le but à l'opéra, c'est de chanter sans micro dans des grandes salles. Et je dis pas que je chanterai à Bastille demain et qu'on m'entende jusqu'à la fin de la salle, mais dans tout ce qui est théâtre plus à taille humaine, entre 500 et 1500 places, je pense que je suis pas... voilà. Le but, c'est de passer. Et donc, oui, c'est un peu... t'es dans un grand son, un grand aigu et tout ça. Le but, c'est d'être techniquement prêt et assez solide pour que ça demande pas d'effort, parce qu'après, il y a aussi ça. Mais c'est que quand on est au milieu, qu'on est sur un grand aigu en souriant et que t'as tout le monde qui est comme ça, là c'est sympa. Vraiment, pour ça l'opéra c'est génial. Ça arrive à tous les chanteurs de pop, ça. Et donc c'était quoi la question au début? Je sais plus. Ah oui, si, je te demandais pourquoi plus le chant que le théâtre. Ah oui, alors j'aurais pu faire du théâtre, j'aurais dû d'ailleurs faire du théâtre, même juste théâtre et chant en parallèle, parce que ça m'aurait servi, notamment pour faire une autre facette du métier que j'aurais adoré faire. J'ai fait quelques stages, mais ça, je menais nulle part. C'était du doublage. Ah, trop bien. Et en plus du doublage chanté, ça, c'était bien. Pour tous les dessins animés sur T'es Fou, sur Gulli. J'avais fait quelques essais en stage sur des trucs justement de Gulli, et
Et c'est vraiment le truc de modeler la voix. Et en fait, l'opéra, pour le coup, ça réunit tout, en fait. Ça réunit la voix, ça réunit la musique, ça réunit le jeu, le théâtre. Un opéra est constitué d'airs et de récitatifs, ce qui s'appelle. Les airs, c'est on s'arrête sur une émotion, on répète 12 fois la même phrase pour expliquer cette émotion. Donc évidemment, une émotion est pas seule, donc du coup, on peut dire les choses 4 fois, mais 4 fois de manière différente. C'est ça le but des répétitions, c'est de pouvoir un peu jauger avec ça. Et entre ces airs qui sont chantés pour expliquer une émotion, une seule, il y a les récitatifs qui font avancer l'action. Et en fait, c'était vraiment le cas à l'époque. C'est le récit, ça se passe. Il y a un minimum d'acting, mais bon, voilà. Et les airs, on s'arrête, on se plante en avant-scène, on chante. Et ça, c'est vraiment la vision jusqu'aux années 50, 60, 70. Et ensuite sont arrivées une nouvelle génération de chanteurs où quand on joue, même pendant les airs, surtout pendant les récits et surtout pendant les airs, on continue à jouer ce qui est en train de se passer. Et on a fini avec je me plante en avant-scène et je chante. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous et ce qui permet d'aller chercher plus d'inspiration dans le jeu que dans la voix. Voilà. C'est plus un chanteur d'opéra, c'est plus seulement une voix, c'est aussi un acteur. Moi, quand on me parle d'opéra, en effet, j'ai cette vision du gars ou de la nana qui est au milieu de la scène, qui chante solo et c'est tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a cette vision-là. Et quand je vois ce que tu fais, et en fait, moi, j'ai vraiment ce ressenti théâtral quand même. Après, bon, t'as des rôles qui sont quand même assez hauts en couleur. On l'a vu en termes de maquillage, de tenue, etc. C'est assez, comment dire, haut en couleur. Je pense que c'est vraiment le bon terme. Et du coup, est-ce que c'est ça la nouvelle ère de l'opéra ou c'est vraiment un style qui est vraiment défini à part? Est-ce qu'il y a plusieurs branches? Non, il y a évidemment il y a quand même quelques metteurs en scène qui sont attachés à cette vision un peu grandiloquente de l'opéra. C'est de moins en moins. De plus en plus, on nous demande... Moi, depuis que je fais mes études, depuis l'âge de 20 ans, en gros, on me dit il faut vraiment être multifacette. C'est-à-dire... faut pas seulement chanter, faut aussi si t'as un peu de clown c'est bien, si t'as un peu de théâtre c'est bien, enfin c'est tout se rajoute en fait en termes d'intérêt pour à une audition, quelqu'un qui chante magnifiquement bien mais qui fait pas un broc devant et enfin il y a pas grand-chose qui passe à part la voix et un chanteur qui chante un petit peu moins bien et qui joue, mais qu'on a envie d'aller voir, évidemment, on prend celui qui joue beaucoup, parce que enfin voilà. Avant, on avait des grandes voix et c'est tout ce qu'ils étaient finalement. Non, je veux pas critiquer Pavarotti parce que Pavarotti c'est quand même le meilleur chanteur du monde pour moi, toute époque confondue. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, voilà, c'est la vie. Pour moi, ça représente un peu la vision d'athée, sans faire de grossophobie, sans rien. Hein. Il y a un moment où il chante Radamès dans Aïda. Radamès, c'est le guerrier suprême égyptien qui va mener la totalité des armées égyptiennes contre les Éthiopiens pour sauver sa patrie. Et quand tu vois Pavarotti, 160 kilos, qui lève le sabre, qui a déjà du mal à lever le sabre, et qui fait « Allons-y à la guerre, la guerre !» Ça fait un peu douce pour rire quand on regarde ça aujourd'hui. Alors que, voilà. Après, et j'en souffre aussi, moi, de mon côté, pas parce que je nie... Voilà, c'est que on privilégie parfois aussi des physiques. Et ça aussi, c'est un problème. Par rapport au rôle, par rapport au rôle, tout ça. C'est-à-dire que maintenant, le metteur en scène a sa vision des choses, a tel genre de physique parce que peut-être le dramaturge, le costumier a fait des croquis et ils disent ah oui ça j'aime bien, du coup on va essayer de se rapprocher le plus de ça. Sauf que quand t'arrives à l'audition, toi t'es pas au courant de ce qu'ils cherchent, tu fais le mieux possible, pour toi t'as réussi le truc, c'est le jeu des auditions, ça, on est tous d'accord avec ça. Mais j'ai déjà eu un truc on vous a adoré, mais le metteur en scène voyez un physique différent, et là tu fais super, merci pour lui, mais comment je me serais peut-être pas déplacé
au fin fond de la France ou au fin fond de l'Europe pour venir auditionner, alors que le mec savait très bien que il cherchait un genre de physique. Ouais, parce que quand t'auditionnes, ils ont ton book, ils ont tes photos, ou Oui, ils ont peut-être les même des photos. vidéos et tout ça. Ils Donc en fait, ils acceptent l'audition quand il y a une vidéo qui leur a plu déjà. Après, il y a aussi il y a aussi cette facette du métier là que je critique pas non plus, mais qui est normal. Mais je veux dire, c'est quand le directeur d'opéra reçoit une vidéo. On nous demande toujours que ce soit en pied, sans montage, sans rien, parce qu'on veut que ce soit une prise. Ça, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que c'est pas un travail de studio comme on peut avoir dans la pop où on prend juste un bout de phrase, on enregistre le bout de phrase. Ah, il est bon, allez, on passe au bout de phrase c'est suivant. du spectacle vivant, c'est du direct, donc ça se comprend tout à fait. Mais du coup, c'est la meilleure prise qu'on a envoyée. Et le directeur dit oui, ok, je veux entendre cet artiste. On se déplace, je sais pas, à Lausanne, on se déplace, là il y a pas longtemps à Mannheim en Allemagne, et le directeur me demande exactement le même air. Alors qu'il y a, je veux dire, quand on passe une audition, on a une liste d'air qu'on envoie, on dit, voilà, pendant cette audition, j'ai préparé ça. Donc il y a 5 airs, et le directeur me demande le même air, qu'il a déjà entendu en vidéo. Alors, en soi, peut-être qu'il veut entendre ce que ça donne dans sa salle à lui, mais je trouve ça un peu dommage de pas aller explorer un peu d'autres facettes de l'artiste que celui qu'il a déjà entendu. Mais après, voilà, c'est un métier artistique. En fait, ça c'est mon père qui disait ça, papa, si tu m'écoutes. C'est mon père qui disait ça, à partir du moment où tu es jugé par les autres, il y a déjà un truc pas net là-dedans. Parce que c'est-à-dire que ça passe toujours par le cerveau de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est jamais très objectif. C'est-à-dire que un artiste peut très bien plaire à lui. C'était quelqu'un d'autre à l'audition, c'est moi qui l'aurais pris. Voilà. Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est un peu dommage. Parce que en fait, ces personnes-là, elles ont des goûts bien précis. Tout bonnement, je leur plais pas, ce qui est très légitime. Je suis pas obligé de plaire à tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Et c'est ok. Et c'est ok. Voilà. La porte reste ouverte. La porte reste ouverte. Mais je vais pas aller repasser une audition où je sais très bien qu'il y a les mêmes membres du jury pour me prendre un mur, parce que voilà, dans la vie d'un chanteur lyrique, on est payé quand on est sur scène. Par contre, tout ce qui est aller aux auditions, là, j'ai auditionné en une semaine, j'ai fait Nantes, Mannheim, Paris. J'ai pas été payé un centime, tout est sorti de ma poche pour un résultat tout à fait relatif, voire inexistant. Donc c'est toujours des frais qu'on engage. Et après, si je suis pris pour le rôle, je suis toujours payé les représentations. C'est-à-dire que, c'est un package, en gros, il propose un tarif. Par contre, tout ce qui est préparation en amont du rôle, c'est-à-dire que un rôle de 2 heures, j'ai chanté Figaro dans les noces, j'ai mis 4 mois à préparer le rôle. Parce que faut apprendre le rôle par cœur, savoir à peu près ce qu'on va essayer de défendre dans ce rôle, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire passer, qu'est-ce que ça m'inspire de faire ça, ne pas s'enfermer dans une vision précise, parce qu'après quand on se retrouve devant le metteur en scène et que le metteur en scène a une toute autre vision que soi, soit ça fait des conflits, oui non mais moi je vois pas ça comme ça, du conflit entendons-nous, c'est des conflits très 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 amicaux, mais la musique, filer le rôle avec un pianiste, parce qu'on prend aussi des pianistes qu'on paye pour répéter, c'est-à-dire qu'on oui, que je paye, et pour que le rôle soit su, parce que évidemment dans le contrat il y a marqué le rôle doit être su et maîtrisé avant la première répète. Parce que tu le prépares tout seul, le rôle? Ah oui, tu le prépares tout seul ton rôle. Tous tes rôles, tu les prépares tout seul. Tu peux pas faire ça avec une équipe, justement, avec les autres personnes aussi qui vont être avec toi sur scène. Ça c'est la période de répétition, mais ça arrive après. C'est-à-dire que sur le contrat, il est marqué, il faut que ce soit appris, su et maîtrisé avant la première répète. Tu te pointes à la première répète, tu sais pas ta partition, ils peuvent te virer sans aucun dédommagement. Alors que tu as passé des mois à faire ça, et justement tu comptais sur ce contrat-là pour faire ta saison. Et donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas aucune connaissance de ça, le statut d'intermittent, c'est ça. C'est rien d'autre que continuer à nous rémunérer pendant nos périodes de préparation. Intermittent, ça veut dire on travaille de manière intermittente. Ouais. C'est-à-dire que mes contrats, quand je travaille, c'est déduit de mon statut intermittent. Quand je ne travaille pas, ce sont des jours qui me sont payés pour lesquels j'ai travaillé avant, qui me sont rémunérés pour continuer à faire ce métier dans la joie, la bonne humeur et la paix du Christ. Mais voilà. Amen. Et donc c'est faut bien rentrer dans
en tête que c'est pas un statut de privilégié, c'est un statut déjà pour lequel on travaille tous les ans, parce que c'est un statut hyper précaire. C'est-à-dire, si je m'arrête, si j'ai pas assez de contrats l'année prochaine, ou si je décide de pas travailler beaucoup, ou de sélectionner mes contrats, parce que j'ai la chance de pouvoir faire de plus en plus, ça c'est bien. Si je travaille pas assez, bah, j'ai plus de chômage, j'ai rien, j'ai plus de revenus du tout. C'est-à-dire que voilà. Ouais, c'est assez dangereux en fait comme situation. Ouais. Et pour trouver un appart, c'est l'enfer. Pour trouver un crédit IMO, c'est l'enfer. Oui, parce que t'es pas sur un contrat protégé comme un CDI. C'est même pas un CDD où on sait la date. Enfin, si, on sait les dates de fin, mais c'est quand on me demande une fiche de paye. Ah si, mais il me faut le fiche de paye de votre employeur. Mais j'en ai 18 cette année. Je fais quoi? Je vous donne laquelle? Voilà, c'est un peu. C'est un peu. Ouais. C'est le statut particulier d'artiste. Mais nous, on est très contents qu'il y ait le statut intermittent. On crache pas du tout dessus. On est les seuls dans le monde, avec la Belgique, qui a le statut d'artiste qui est pas tout à fait le même, mais qui permet aussi de vivre un peu plus sereinement. Et tu regrettes pas de pas avoir fait la Starac? Oh oui, non, ça c'est la mort de mon métier. Même je fais des cours de chant, le nombre de personnes amatrices qui font des cours et qui disent mais pourquoi tu fais pas The Voice, t'aurais toutes tes chances. Je leur dis, je mets un pied sur le plateau de The Voice, j'enterre ma carrière tout seul. En fait, je creuse mon trou. Parce que c'est pas du tout le genre de choses à faire, et c'est pas du tout bien vu dans mon métier. Ouais, je veux dire en termes d'image, du coup. En fait, déjà, j'ai déjà eu des remarques, parce que pendant le Covid, pour survivre, même pas financièrement, mais psychologiquement, je me suis décidé de faire des chansons un peu plus crooner, un peu plus comédie musicale, variété. Et je me consacrais chaque semaine, je me consacrais à une chanson et je la sortais le dimanche matin. Donc ça a fait une grande sensation sur les réseaux parce que les gens me connaissaient pas comme ça et ça leur a fait beaucoup de plaisir. Et donc j'avais naïvement mis ça sur YouTube. Et en fait, en reprenant professionnellement l'opéra ensuite, en passant des auditions, en donnant mon nom pour passer une audition, dans le but de passer l'audition, j'avais des refus et en fait j'ai fait partie d'un projet où la metteuse en scène est venue me voir à la fin en me disant oui mais tu sais que on m'a longtemps donné ton nom et en fait quand j'étais voir tes réseaux j'ai vu que tu faisais de la comédie musicale, j'ai tout de suite mis de côté parce que c'était pas du tout ce que je recherchais. Et ensuite c'est parce qu'on m'a redonné ton nom plusieurs fois où j'ai vraiment cherché plus loin, parce qu'en fait évidemment comme quand je mets une vidéo d'opéra sur YouTube, c'est évidemment pas celle-là qui est vue le plus de fois, c'est plus celle où je chante l'air de la Bête dans La Belle et la Bête. Ça parle à beaucoup plus de monde que l'air de Dulcamara dans Le Vizir d'amour de Donizetti. Enfin, personne, voilà, à part ceux qui sont passionnés et qui ont envie de me regarder. Et donc, du coup, ça remontait en tête de liste avec l'algorithme. Et quand elle a été cherchée, elle a vu les trucs d'opéra, elle a vu que mon niveau était bien, et donc elle m'a engagé. Et elle m'a dit, par contre, fais très attention avec ça, parce que moi, ça arrive à tous les directeurs d'opéra. Et donc, du coup, j'ai tout supprimé de YouTube à cause de ça. Donc là, on est quand même, je suis quand même dans un milieu où les cases sont quand même très bien définies. Et que oui, je mets le pied sur le plateau de The Voice, mais c'est. Mais pourquoi t'as pas fait question peut-être bête, hein, mais des playlists sur ta chaîne YouTube? Ah, j'ai fait, ouais. Quand tu tapes Florian Bisbrook sur YouTube, ils s'en foutent des playlists. Ils regardent le truc qui pop en premier et puis ils cliquent dessus. Ouais, je trouve ça con quand même de cataloguer et d'enfermer quelqu'un sur une ou deux vidéos. Après, faut aussi voir que le métier de directeur d'opéra est pas un métier facile. Je pense qu'ils doivent recevoir 800 mails par jour d'artistes, entre les mails d'agents qui proposent leurs artistes, eux, leurs recherches qu'ils ont à faire pour ça, les candidatures spontanées, j'étais le roi de la candidature spontanée, hein, et où tu mets candidature spontanée, j'aimerais obtenir une audition chez vous, voilà mes vidéos et tout ça, les directeurs ont pas le temps, juste ils ont pas le temps de chercher. Et si le premier chose qu'ils voient, c'est pas ce qui leur correspond, c'est poubelle, et puis c'est voilà. Et du coup, t'as un agent. J'ai un agent. Donc tu t'embêtes plus avec tout ce qui est recherche de rôle, etc. C'est l'agence, il est dans une agence, hein, c'est ça, c'est une agence spécialisée, et t'as ton agent qui est dans cette agence, ou c'est un indépendant aussi? Non, je suis dans une agence qui s'appelle Mark Kendall Artist Management, une agence londonienne, et chez qui j'ai un agent
français qui travaille chez lui, qui s'appelle Guy Flechter. Bonjour Guy. Et Salut Guy. salut. Et en fait, avoir un agent, c'est plus simple d'avoir du boulot, c'est pas assuré d'avoir du boulot, parce que lui a son catalogue de contacts. J'ai auditionné dans un nombre incalculable d'agences où soit c'était pas de réponse toujours, soit c'était un refus, donc là tout va bien, soit c'était oui je veux bien vous prendre mais ça. Et à partir de ce moment-là, moi vraiment dans ma tête c'était déjà si lui est déjà pas sûr, comment il va aller convoquer, comment il va aller convaincre un directeur de me prendre. Donc là voilà. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur mon agent. Et en fait, il fait jouer ses contacts. Dès qu'on lui propose, dès qu'il voit qu'il y a un directeur qui cherche quelque chose, il envoie. Après, faut savoir qu'on n'est pas tout seul dans l'agence. Et après, il y a toujours le stade de l'audition. L'agent envoie aux auditions. Après, si je suis une brêle en audition, c'est moi que ça regarde. Et ensuite, pour ça, c'est la partie de ce que fait l'agent. Après c'est lui qui négocie les contrats et tout ça. C'est vrai que depuis que j'ai un agent, je négocie moins mes contrats et surtout ils sont mieux négociés que si je l'avais fait. Et mais il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai aussi moi mon réseau de mon côté et que si jamais on me propose un truc moi de mon côté, je suis sous contrat avec mon agence donc je le fais intervenir quand même dedans, mais ça m'empêche pas de jouer mon relationnel moi de mon côté. Sans tu dépends pas à 100% de lui, t'es pas bloqué non, je suis pas en bloqué. exclusivité quoi. T'es obligé de le faire intervenir, mais tu peux aussi en fait oui, mon contrat dit chaque nouveau contrat même trouvé par l'artiste doit être déclaré auprès de l'agent. Déjà parce que c'est lui qui négocie. Et puis il se rémunère sur ça. Il se rémunère sur ça, c'est oui. sur ça qu'il se fait payer. Le seule chose sur laquelle il rentre pas en compte, c'est les contrats que j'avais déjà avant qu'il arrive dans ma vie, en gros. C'est-à-dire que si c'est une continuité de tournée, là, je suis sur un spectacle qui tourne depuis 2019, je l'ai rencontré en 2023. Mais depuis 2019, j'ai eu ce contrat-là. Depuis 2023, il touche rien sur ce contrat-là. Donc sur toutes les représentations qui ont lieu de ce spectacle. Oui, c'est ça, parce que c'était avant que tu signes le contrat avec lui. Mais du coup, depuis 2019, t'as un contrat qui tourne, enfin qui tourne sur oui, ce qui s'appelle une tournée en gros. C'est en fait on fait des répétitions et ensuite en fait on est engagé au contrat par représentation ou par période de résidence. Et tous les dimanches, ce spectacle se joue à Paris. Donc ça, chaque dimanche en fait j'ai un contrat qui dit il y a une représentation d'opéra low cost, t'es engagé pour ça. Et là en fait j'ai en plus de ça dans l'année il y a des dates de tournée qui sont partout en France et c'est toujours le même spectacle, c'est toujours la même équipe, mais on est engagé au contrat. Mais sur ces contrats-là, parce que c'est une continuité de choses que j'avais déjà avant, je ne dois rien à mon agent. Ok. Et du coup, tu me dis, tu peux faire aussi une tournée un petit peu partout en France. Tu gères ça comment? Parce que j'imagine que sur la vie, privée de couple. On va arriver à la vie de couple, c'est beau. ça peut être compliqué, impactant quand même. Bah là, sur rien que la fin d'année 2025, j'ai fait quelques semaines à Paris, donc du coup, j'étais pas ici. Puis je suis parti à partir de mi-décembre jusqu'à mi-janvier. Je suis parti un mois à l'Opéra de Liège pour Richard Cœur de Lion. C'est un mois où, oui, je reviens un jour et demi le week-end, mais où je suis tout le temps ailleurs. Donc en l'occurrence, mon copain, il vit tout seul. C'est vraiment la période où il vit tout seul. Évidemment, on reste en contact, on s'appelle, voilà. Mais c'est pas une chose qui est la plus évidente à gérer. Ouais. Même si c'est de plus en plus facile, je dirais. Au début, c'était un peu difficile à gérer, des pleurs, il y a pas eu de jalousie, mais des pleurs, des moments où je me dis en pleine nuit, je vais quand même y aller parce que là ça va vraiment pas. Voilà, c'est aussi ça à gérer dans une carrière, c'est que une carrière de chanteur, c'est pas tout du bonheur d'être sur scène, c'est aussi des moments de il y a beaucoup de choses, des sacrifices, et c'est une vie remplie de doutes et parfois de solitude aussi, parce que j'ai cette image à l'Opéra de Clermont-Ferrand, et accueil du public qui fait merveilleux, public debout, on était très contents et tout ça. Et je sors du théâtre après m'être démaquillé, tout ça, et là,
au revoir, merci, voilà, parce que évidemment on a d'autres représentations à gérer, donc on se ménage aussi. On va souvent boire des bières et évidemment manger au resto. Se détendre. Mais voilà, mais même aller boire une bière, on a des gens qui étaient dans la salle qui nous félicitent encore et tout ça. On est sur notre petit nuage, on a bien fait notre boulot, on a fait briller les yeux des gens. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas pour la petite gloriote personnelle. Celui qui fait ça pour ça, je pense que c'est pas. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Mais il y a ce moment où on est quand même dans un mood très fier de nous et tout ça, et très les gens viennent nous voir et tout ça, et on rentre à l'hôtel et là la porte se ferme et t'es tout seul. Mais quand je dis t'es tout seul, t'as tes collègues qui sont là, tu peux faire des rencontres, tu peux aller sortir. T'es quand même là les 80% du temps dans ta chambre d'hôtel tout seul. Tu peux aller faire des visites dans une ville et tout ça, si l'emploi du temps de la production te le permet. Et en fait, bah, t'es dans ta chambre et t'es très abonné à Netflix, parce que t'es dans ta chambre, t'es tout seul, tu fais ton petit repas, tu vois des collègues, mais bon, tu les vois tous les jours pendant un mois, donc t'as pas forcément envie de sortir tous les jours avec eux. Et donc, bah, t'es seul la plupart du temps, ton copain est pas là, donc tu t'appelles, lui il travaille, donc bah tu peux pas l'appeler quand tu veux. Généralement quand tu peux l'appeler, c'est que tu es en train de travailler. Voilà, c'est un truc comme ça qui. Et oui, t'es beaucoup seul en fait quand t'es dans une carrière comme ça. Parce que passer quand même tu passes de deux extrêmes là, de la gloire, enfin les applaudissements, enfin tu vois, la plutôt gloire, dans ce sens-là. je suis loin de la gloire. Mais les applaudissements, le fait de, comme tu dis, de mettre des paillettes, des étoiles dans les yeux des gens, a une solitude quand même qui a l'air assez violente. Comment tu gères ça psychologiquement? Parce que je pense que c'est des contrastes qui peuvent faire vriller, qui peuvent te mettre en dépression, enfin vraiment être compliqué pour certaines personnes. Oui, je pense qu'il faut être quand même assez solide là-dessus. Après les représentations, c'est quand même un peu plus simple, c'est qu'on rentre généralement chez nous, il est minuit, 1h du matin, quoi. Donc t'as plus qu'à te coucher. Quand t'es en pleine journée et que t'as une journée ou deux à tuer, voilà, bah, t'essayes de t'occuper. C'est pas la solitude comme on voit dans les films où le mec regarde dans le vide et fume sa clope et il se demande ce qu'il va faire de sa journée. Tu t'essayes quand même de t'occuper. Et après, à partir de ce constat-là, tu dis, il y a quand même d'autres choses à faire pour la suite. J'ai quand même, dans une saison, j'ai quand même, 6-7 projets à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Travailler sur du texte pour une autre prod après, tout ça. Donc du travail, on en a, ça y a pas de souci. Mais ouais, quand il s'agit de se détendre et tout ça, et quand ça fait 1 mois et demi que t'es en prod et que t'as envie de voir tes amis que t'as pas vus depuis longtemps et tout ça, bah là c'est un peu plus compliqué. Après de là être en dépression, peut-être pas non plus, mais après je comprends qu'il y en ait qui soient un peu plus sensibles à ça, ouais. Moi personnellement, je dis pas que j'ai pas des moments de mou, hein, mais je gère ça assez bien. Eh bah tant mieux ça. Oui. Et si tu faisais pas ça, tu ferais quoi de ta vie? Rien. Ah, mais vraiment, parce que je me suis dit un jour, moi ça me va très bien de partir 1 semaine là, 2 semaines là-bas, 1 mois et demi là. Mais parce que je me souviens, on a été visiter Sarbec Cosmetics à Neuville. Ah oui. Tu te souviens de cette visite? Moi j'étais pas à cette visite, mais je connais Sarbec. Oui. Et on a été là-bas. Et ça m'a fait vraiment l'impression que la vie, c'est ça, c'est l'usine. Je me souviens dans cette usine, je dis pas, il y a pas de saut métier, il faut pas juger les gens. Mais j'ai quand même vu ce jour-là, je me rappelle très bien, d'un mec qui prenait un bouchon, qui mettait sur la bouteille. Et les bouteilles défilaient comme ça. Et il mettait un bouchon. Puis il prenait un bouchon, il mettait le bouchon. Et en fait, quand j'ai voulu faire artiste, moi, mon but dans la vie, c'était de fuir la monotonie. Mais même la monotonie, confortable. J'aurais pu être dans un bureau ou être banquier ou un truc, voir des clients passer ou restaurateur. Voilà. C'était pas la monotonie non plus. Mais de pas voir les mêmes personnes tous les jours. Ça, c'était vraiment important pour moi. Je suis un mec hyper sociable. Si tu mets les mêmes personnes avec qui tu t'entends, les mêmes personnes avec qui tu t'entends jamais, comme ça, vraiment, c'est un truc que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie, c'est ça. Et mes parents disaient, il faut qu'il se dépense. Il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il dépense l'énergie qu'il a en trop. Sauf que je suis persuadé qu'à 6 ans, il m'aurait mis à la musique, ça aurait eu le même effet, mais du coup, ça m'aurait fait gagner 6 ans en avant. Parce que j'ai commencé à 11 ans, 12 ans.
Et mais on savait pas encore, vu que j'avais pas encore fait de cours de musique à l'école, tout ça. Et le jour où j'ai commencé la musique, c'était évident que c'était ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'ai arrêté tout le sport, j'ai pris 20 kilos, et voilà. J'ai une photo de moi avec des abdos, t'y crois? Mais non. Quand j'étais petit, dans une drague. Et je chéris cette photo. Bref. Et quand j'ai commencé la musique, je m'éparpille, hein, franchement, je m'éparpille. Quand j'ai commencé la musique, j'ai vraiment découvert une chose qui me passionnait au plus haut point. J'ai commencé tard, mais c'était pas un problème. Et en fait, j'ai eu de la chance, vraiment l'immense chance, d'avoir des profs qui repèrent très vite mon talent. Et le fait que ce soit possible d'aller vers le professionnel et non pas seulement vers l'amateur plus, quoi. Mes parents voulaient que je passe un bac. Et ensuite, mes parents voulaient que je fasse des études. J'ai fait une première année de DUT chimie, génie chimique à l'IUTA de Villeneuve d'Ascq. Et là, clairement, là, c'était l'année de trop où j'avais pas envie encore ce truc du je veux plus être au même endroit tout le temps. Et, ça. Et en plus de ça, je voulais être chanteur, j'avais un rêve. Et je crois que j'étais poussé par le fait de le réaliser, quoi. Et j'ai eu la très grande chance cette année-là où 3 de mes profs, dont mon meilleur ami, sont venus chez moi l'un après l'autre. Je vivais encore chez mes parents, évidemment. Pour leur dire si il faut qu'ils fassent de la musique, parce que là, c'est vraiment maintenant. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Ouais. Mes parents, oui, mais comment il va survivre? Et premier, deuxième, troisième, et au troisième, je disais à mes parents, mais je veux vraiment faire que ça. Ah, d'accord. Ah non, mais tu feras des études, tu feras ça après. Tous les films que tu vois, tous les films américains où et en fait, j'ai pas dû fuguer, j'ai pas dû faire de choses comme ça. j'ai dû juste laisser le temps au temps, et un jour, je me suis levé le matin, ma mère me conduisait jamais à l'école. Et un jour, ma mère me dit, tu veux pas que je te conduise? Oh, ça sent la conversation. Et je dis, ah si. Voilà. Et en fait, sur la route, à la base, elle devait me mener au métro, donc voilà. Et sur la route, elle me fait, c'est vraiment ce que tu veux faire? Et là, en moi, il y a quelque chose qui a fait yes. Elle s'est arrêtée sur le bord, elle a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Je dis, bah écoute, est-ce que ça vaut le coup de terminer une année qui était déjà mal barrée, parce qu'en DUT, ouais, en fait, t'étais pas motivé. Moi, j'étais pas motivé. En plus, je venais d'une filière technologique, et 80% de la promo, c'était des bacs S. Donc, ils avaient un niveau de maths théorique, de maths appliquée excessivement grand, et moi, j'avais rien. Donc, c'est vraiment le moment où j'ai dit, bah écoute, je démissionne et on voit ce qui se passe. Et du coup, dans la voiture, j'ai écrit la lettre de démission à l'IUT, j'ai demandé un rendez-vous, j'ai démissionné. D'ailleurs, je sais pas comment s'appelait cette fille, mais apparemment, d'après la rectrice de l'IUT, j'étais le 2e dans l'année qui s'arrêtait pour du chant classique. Je savais pas c'est une chanteuse, apparemment, qui s'est arrêtée. Je sais pas si elle a fait carrière à ce moment-là. Donc voilà, si en 2008, tu as arrêté tes études à l'IUTA en génie chimique pour faire rencontrons-nous. On a un point commun. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de la musique à ce moment-là, et j'ai eu beaucoup de chance. Merci papa, merci maman, d'avoir eu un toit sur le sommet de ma tête, et d'avoir là, au moins la sérénité de pouvoir le faire sans trop me poser de questions. C'est pas le cas de tout le monde. Et de toute façon, je pense que j'aurais pas pu. Et en fait, ça s'est fait 3 ans. Et au bout de j'ai débloqué mon premier statut. Le deuxième statut était beaucoup plus compliqué à avoir, parce que j'étais rentré dans une structure la première année, donc c'était beaucoup plus simple. La deuxième année, j'ai eu beaucoup de mal, et la troisième année, je la voyais arriver et je voyais que j'avais pas mes heures. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'avais pas envie de m'avouer vaincu à mes parents, mais et en fait, j'avais vu la SNCF recrute des conducteurs de train. Et je suis quelqu'un de très les permis, moi, ça m'a jamais fait peur. Donc, tu vois, j'ai une voiture, j'ai le permis moto, je suis pilote d'avion, manque plus que le bateau et le train, et j'avais tout, et le camion, quoi. Et voilà. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti. Donc j'ai imprimé mon CV, lettre de motivation, tout ça, je cachete la lettre. J'avais cacheté la lettre, elle était sur mon bureau. Et je suis parti à Enghien, en Belgique, pour un stage de chant avec mon prof de l'époque. Et vraiment dans l'optique du, bon, on voit ce que ça donne, et puis, voilà. Et là, je rencontre un ténor qui s'appelle Michael Spadaccini,
lui était déjà bien lancé en carrière, et qui m'entend et qui me dit « Mec, t'as un truc ». Mais le problème, c'est que j'avais ni diplôme, ni réseau pour pouvoir réaliser ce que je voulais faire. Et il me dit « T'as un truc, mais planque-toi quelque part, te crame pas trop vite, va pas passer des auditions en soliste alors que voilà, ta technique est ce qu'elle est, ta voix est ce qu'elle est à 22 ans, elle est très bien, mais tu vas pas faire carrière maintenant. En tout cas, pas avec la technique que t'as en ce moment. » Il me dit « Planque-toi quelque part, trouve-toi un poste dans un chœur ou un truc comme ça. Et ensuite, au bout de 5 ans, tu te lances, t'auras tes diplômes, tu te lances, et là, tu te casses la baraque. » Et je dis « Ah ouais, bon, d'accord. » Et donc là, je rentre chez mes parents. J'avais toujours la lettre. Et là, je vais sur un site spécialisé qui s'appelle La Lettre du Musicien, qui n'existe plus aujourd'hui. Et il y a des annonces. Et là, je vois le chœur de l'armée française recrute 3 postes. Je regarde ça, je fais... C'était un contrat de 5 ans. T'y crois, franchement? Est-ce que t'y crois? Est-ce que tu crois au destin après voir des trucs comme ça? Encore une fois, c'est des signes et des canards. Hein, ça. Ouais, c'est des canards. Qu'est-ce que le destin, ça n'existe pas? Et donc, du coup, je m'inscris, je passe l'audition, je suis pris. 5 ans à Paris. Bizarrement, je vais faire mes études à Paris. Et surtout, logé gratos en caserne. Et en étant payé, évidemment. Bon, c'était pas payé grand-chose, mais c'était payé. Et donc, du coup, je passe 5 ans à Paris dans le cœur de l'armée, dans le cœur de la République, cœur de l'armée française. Et au bout de 5 ans, je quitte le cœur de l'armée, et c'est là que ma carrière a commencé à décoller. Merci, Michael Spadaccini. Il a eu du pif, hein. Michael. Ah non, mais de toute façon, le destin, comme on dit. De toute façon, ça se vérifie tout le temps. Hein. C'est, il y a des trucs où on a tous forcément des trucs comme ça dans la vie qui arrivent et qui disent. Les planètes sont alignées là. Oui, non, mais ça commence toujours par une grosse déception. Ouais. Et là, tu te dis putain, j'en ai marre. Pardon, fichtre diantre, j'en ai marre. Et y a rien qui va. Tu plonges dans le doute. Et ensuite, t'es contacté par quelqu'un que tu as vu arriver de nulle part, qui te dit, moi, j'aimerais bien vous avoir pour ce projet. Et quand tu regardes les dates, c'était pile avec le truc sur lequel tu voulais être pris. Vraiment, le conducteur de train, c'était un truc qui me branchait bien. Parce que je pense que la monotonie, t'en as quand même, mais je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est encore dans un poste où je serai tout seul, pas voir toujours les mêmes, tu verras toujours des collègues, mais je veux dire, si t'es sur une ligne où tu pars une fois d'un côté, une fois de l'autre, je pense que t'es toujours sur la même ligne, mais d'après ce que j'ai... Et puis t'es seul quand même dans la cabine, hein, je pense. Ouais, t'es seul, et puis voilà. Puis j'aurais pu chanter dans ma cabine. J'aurais ouvert le micro, j'aurais fait la une de tous les posts Insta, ça aurait été merveilleux. T'aurais été talent SNCF. C'est ça, talent SNCF. Mais non, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, ça, ou pilote d'avion, franchement. Si je m'y étais pris assez tôt, je pense que j'aurais pu essayer de faire les cadets d'Air France, par exemple. Tout ça, pour le coup, pilote d'avion, ça c'était un rêve que j'ai réalisé après, quand j'ai pu, mais je suis devenu pilote parce que je rêvais d'être pilote. Je suis pas devenu pilote parce que c'est une lubie qui m'est venue, et puis de temps en temps, je vais à Bondu, là, je me loue un petit avion, et hop, trop bien. Je pars voler. Mais je fais du tir, ouais. Donc, en fait, j'ai plein de centres d'intérêt, mais de là en faire un métier à chaque fois. C'est ça, en fait. Mais là, t'as la chance de faire de ta passion ton métier. C'est ça. Et je pense que c'est plus facile de se poser cette question-là quand tu fais un métier qui n'est pas ta passion. Quand c'est pas ta passion de tous les jours et qu'on te dit si tu devais arrêter, tu ferais quoi? C'est quoi ton métier de rêve? Je pense que c'est plus facile de répondre à cette question. Chanteur, oui. Ah, ouais. Que dans l'autre sens. Après, je l'ai jamais, au grand jamais, regretté. Même dans les moments où les doutes étaient comme ça et où je me demandais comment j'allais survivre. Il y a forcément des moments où t'as 2 mois de creux et tu te dis là ça fait 2 mois que je perds mon temps, quoi, vraiment. Ouais. Même j'ai déjà revu soit des anciens du lycée, soit des anciens du collège qui me racontent leur vie et qui disent oui, moi vraiment, alors je dis pas, c'est un très beau modèle, hein, mais avoir un travail de bureau, sa femme, 2 gosses, un chien, et on part en vacances qu'au mois d'août. Voilà, j'ai la chance d'avoir au moins, en tant qu'intermittent, c'est bien, c'est que je peux au moins choisir de faire les vacances quand je veux. Ouais. Et si j'ai envie de refuser tous les contrats entre telle date et telle date, je refuse tous les contrats entre telle date et telle date. Ça, l'autonomie est bien. Mais et quand je vois surtout que à l'époque on m'a dit les études ça garantit un salaire. Le nombre d'anciens du lycée qui ont fait un diplôme d'ingénieur et qui sont aujourd'hui sont à 1008, 2000, ce qui est voilà. Je préfère faire vraiment chanteur, gagner
un peu moins voir la même chose et au moins faire se lever tous les matins et se dire je vais jouer. Si t'arrives sur ton lieu de répète, tu joues. Il y a des moments où c'est pas marrant parce que soit la partition est compliquée, soit il y a des moments où tu t'entends pas avec certaines personnes de la prod ou le metteur en scène ou le chef, tout ça. Et c'est quand même en grande partie un moment de plaisir quand tu vas bosser, quoi. Dans tous les métiers, t'as des parties qui vont être plus ou moins fun. Après, les parties les moins fun, moi, c'est quand je suis malade. Mais oui. Je te fais ta transition. Mais en fait, moi, j'avais préparé une question. C'était plus comment on monte sur scène quand on n'a pas le moral. Alors, quand on n'a pas le moral, ça m'est déjà arrivé, en fait, ça part très vite. Parce que t'es à ta place. C'est pas que t'es à ta place, c'est que la musique a cette faculté de... Alors, après, je dis ça parce que j'ai toujours été très investi dans mes rôles. Donc, au moment où je suis sur scène, j'ai beau pas avoir le moral, je suis sur scène, je suis dans mon rôle. Je suis pas Florian Bisbrook. Je suis Florestan dans un truc, je suis Ernesto dans Opéra Locos. C'est pareil jusqu'à une certaine limite avec la maladie. Enfin, je vais raconter une anecdote. Ça s'est passé il y a 3 mois. J'arrive à Paris, tout va bien, le smile, la voix qui va bien. Et au moment où je commence à m'habiller, on est 20 minutes avant de rentrer en scène. Je commence à avoir une douleur là en bas de l'aine. Et bon, je me dis un petit mal de ventre, j'ai du mal digérer, c'était des pâtes carbo que j'avais mangé. Un petit prout et ça repart. Exactement. Le petit cacamou et hop, on y va. Non, et en fait voilà. Et sauf que la douleur ne passe pas. Et surtout, la douleur grandit. Et en 20 minutes, je suis passé d'un inconfort à un 6 sur 10, quoi. Et là, apparemment, si vous voyez le maquillage que j'ai une face toute blanche, c'est comme un masque qui est peint sur notre tête. Donc, on peut pas dire que je blanchis, parce que j'étais déjà tout blanc. Mais j'ai une sale mine, vraiment. Même sous le maquillage, il me dit, j'ai une sale mine. Et moi, je suis en train de regarder dans le vide, en train d'essayer de gérer. Et le spectacle commence, évidemment, parce que le spectacle ne s'arrête pas, show must go on, on dit. Et en fait, je savais très bien ce que c'était à ce moment-là. J'étais en début de colique néphrétique, mais j'ai fait le spectacle. Après le spectacle, le rideau se ferme, je suis tombé à terre, et je suis resté là, ils ont failli appeler les pompiers, parce que je bougeais plus, hein. Et en fait, voilà, et donc j'ai pris les antidouleurs qui n'ont rien fait, je suis rentré chez moi à pied, et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, plus rien. Alors tu me dis, là, c'est quand même le mystère de la santé. Et qu'est-ce que je disais avant ? Est-ce que c'est pas dur de monter sur scène quand on est malade ou quand on n'a pas le moral ? C'était ça la question de... Ouais. Donc du coup, c'est pas dur quand t'es malade. Quand t'as une douleur, ça va. Quand c'est les cordes vocales, là, c'est autre chose. Oui, c'est ton outil de travail. Voilà. Là, la soirée est très, 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 très longue. Mais tu penses que les gens dans le public l'entendent ? Parce que des gens comme moi qui viennent te voir sur scène, si tu fais une fausse note, clairement, je l'entendrai pas. Hein. Bon, oui, si t'as une oreille avertie, oui, tu vas l'entendre. La plupart des gens ne l'entendent pas. Là, dans le cadre de ma colique néphrétique, personne n'a rien vu. D'ailleurs, il y avait plein d'amis de mes collègues qui chantaient, qui ont été là. Ils m'ont dit, le baryton, il est génial, il est où ? Il est en PLS derrière. Ah bon, qu'est-ce qu'il a ? Voilà. Et quand tu leur expliques, ils ont dit, on n'a rien vu. Mais vraiment, parce que j'étais en fond dans le personnage. Mais vraiment, le personnage aide pour ça. Faut vraiment faire une dissociation faut un peu... Toi et ton perso. C'est ça. C'est pas de la schizophrénie. Mais c'est vrai. Un petit peu quand même, je pense. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment la part des choses. C'est-à-dire que j'utilise mes propres outils. J'utilise les outils de Florian pour faire le personnage. Et tu mélanges pas parfois un peu quand tu fais un rôle qui te prend au trip, tu vois, dans ton perso t'essayes de le faire. Après, j'ai déjà joué des rôles. Heureusement que j'étais pas comme mon personnage, parce que le rôle, j'ai joué un misogyne anti-handicapé collabo. Mais t'es pas comme ça, en vrai. Dans les années 44. Non, je suis pas comme ça. C'est ce qui me semblait, mince. J'ai justement parlé de ça. Ne pas enlever cette phase de son contexte. Faut que je coupe au bon moment. Faut que je fasse gaffe. Et donc, oui, non, j'ai aussi joué, l'année dernière, j'ai joué le rôle de dragon dans une création mondiale, où je suis un énorme enfoiré qui vend les femmes qu'il a sous sa truc il vend leur corps, donc c'est le Mac en gros, et qui en plus défonce des gueules, détruit des vies et cocaïnomane. Ok. Ouais, heureusement que j'étais pas comme ça. Hein. Je rentrais sur scène vraiment, je passais le rideau, je titubais dans tous les sens,
Puis il fallait me voir dans les coulisses, hein, parce que c'était drôle. Quoi. Pourquoi? Bon, parce que moi, dans les coulisses, je suis insupportable. Je suis le premier à pas être dans le truc, quoi. Par contre, je suis sur scène, c'est un autre monde. C'est le monde de la scène qui se passe, quoi. Et t'oublies justement que t'es sur une scène à ce moment-là? Ça m'est arrivé une fois, justement dans Figaro. Et d'ailleurs, le pianiste l'a remarqué. C'était un moment où ça allait pas trop, hein, avec mon copain. Et en fait, je suis passé sur scène, acte 4 des Noces de Figaro, où il vient de se rendre compte, alors c'est pas ce qui s'est passé dans la vie réelle, hein, je tiens à le souligner, mais il se rend compte que Suzanne est en train de draguer le comte, ce qui est pas du tout vrai, parce qu'ils ont juste échangé les rôles avec la comtesse pour mener un piège. Bref, je vais pas rentrer dans l'histoire des noces. Et en fait, il se rend compte que qu'elle est en train de le trahir et tout ça. Donc il est entre souffrance et extrême colère. Et il y a un moment où je joue je fais ah Susanna, et là je me rends compte qu'en fait elle vient de me trahir, et c'est Susanna quanta pena mi costi, ça veut dire quelle peine tu es en train de me donner. Et sauf que évidemment j'étais un peu ailleurs et j'ai repensé à ce que ça allait pas, ou une phrase qui me dit oui, parce que ça sur scène, oui, je suis dans mon rôle. Il y a des fois où il y a des trucs qui me passent par la tête. C'est les saucisses. J'ai vu des saucisses à Carrefour, elles étaient pas chères aujourd'hui. Vraiment, mais ça peut donner des trucs comme ça. Faut pas dire le mot saucisse dans ce cas-là. Mais c'est vraiment, il y a des trucs qui nous passent à travers la tête comme ça, qui peuvent être assez. Voilà, ça appartient à nous-mêmes, c'est parfait. Personne ne le sait. Bah, tu restes un humain. Oui, on reste un humain, puis voilà. Et là, ça me passe par la tête, et en fait, ça me fait vraiment de la peine, et je me mets quasiment à pleurer. Sauf que le pianiste le voit. Il m'a dit, là, je t'ai vu partir, et j'ai dit, oh non. Parce que, en fait, si tu pars, c'est un moyen de plus continuer à chanter après. Parce que t'es plus dans ton rôle, t'es dans ta vie, en fait. Ouais. Et voilà, ça, c'est le truc le plus compliqué sur scène, c'est de pas mélanger les deux. Et t'aimerais pas écrire ta propre scène ou tes propres chansons, produire ton propre... Ah, ça, c'est une grande question. Ça, c'est un truc que j'ai jamais su. J'ai jamais eu la fibre créatrice. J'ai des idées générales de spectacles que j'aimerais faire. C'est-à-dire que je pourrais décrire un spectacle, te décrire tel que j'aimerais l'imaginer, les grandes scènes, en gros. Mais écrire entre les deux, c'est un truc mais que tu le fais avec quelqu'un, tu vois. Oui, mais tu le fais en équipe. équipe. Le but, ouais. Mais c'est comme ça qu'on monte un récital aussi. Tu essayes de trouver une cohérence dans les différents airs que tu vas interpréter. J'ai toujours été un très bon interprétateur, et créateur beaucoup moins. Ouais, mais t'as les grandes idées. Moi, je pense que ça pourrait être une aventure plutôt cool. Ouais, mais en fait, j'ai déjà parlé de ça à un ami qui, lui, pour le coup, écrit des spectacles. Je lui ai écrit un peu les trucs comme ça. Il faudrait se voir beaucoup plus souvent pour que ça se concrétise. Ah oui, c'est du taf. Parce qu'en plus, lui est danseur, donc moi je suis chanteur, lui est danseur, ça permettrait de mettre les deux ensemble. Et on a déjà les grandes lignes. Voilà, on a fait des discussions là-dessus. On a vu un peu le répertoire que moi je voulais chanter. Je lui ai donné de l'espace pour que lui puisse faire des impros. Et comme il travaille aussi en ombre chinoise, ça permettrait de faire une ambiguïté entre lui qui est sur scène et des personnages peut-être imaginaires qu'on ferait apparaître à un des moments. Mais bon. J'ai quand même une imagination assez fournie, et j'arrive à trouver avec le temps des trucs qui... Ça, c'est tout l'intérêt de notre métier, c'est t'as le personnage qui est écrit sur la partition, et t'as le personnage que, avec ta culture et avec tes références, t'arrives à sortir de ce personnage-là, parce que tu donnes la partition à 10 artistes, ils vont te sortir 10 trucs différents. Ouais. Et ça, c'est quand même le truc qui est génial. Là, j'étais à l'Opéra de Liège, j'étais le grand méchant de Richard Cœur de Lion, dans une version très revisitée, très pour enfants. Enfin, c'était un opéra qui était destiné aux enfants à la base. Et donc, du coup, l'histoire de Richard Cœur de Lion, qui est quand même pas rébarbative, mais c'est quand même des histoires de royauté, de trucs, de prisonniers, et des grandes histoires chevaleresques et tout ça. Lui, on a fait un truc un peu Disney. Un peu le dieu de la flamme, le roi de la flamme qui est, et moi j'étais le roi de la glace en gros. Ouais. Et donc j'étais le grand méchant parce qu'évidemment la glace c'est pas bien. Et en fait à la première répète je suis arrivé et on a dit le texte et tout ça et je faisais l'aurore va se lever. Profitez-en sire pour votre santé, dans 1 heure on va vous renfermer. Et le metteur en scène me dit parfait, c'est très bien. Et il me fait, donc je fais ça, et on commence les répètes avec la mise en scène et tout ça. Et je me dis, mais
franchement, on en faisait 16 de représentations. Si pendant les 16 représentations, je fais juste ça, déjà, tout le monde va m'oublier, ça va pas servir à grand-chose. Et ensuite, moi, je vais me faire chier, vraiment. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même se faire plaisir. Et le lendemain, et en fait, je me suis pris un peu des références dans ma tête, et je suis parti entre Scar, Grima, langue de serpent, dans Seigneur des Anneaux, et, alors je sais pas si t'as la ref, Metal Gear Solid, le jeu vidéo, Ouais. Psychomantis, c'est un des méchants de Metal Gear Solid, le premier sur PS1. Et donc, au lieu de passer de l'aurore va se lever, profitez-en, aussi, je suis passé à l'aurore va se lever, profitez-en, sire, pour votre santé. Et donc, tu vois, c'est trouver des trucs comme ça. Alors, ça donne un petit peu de difficulté, c'est que comme on n'a pas de micro, cette voix-là, c'est plus compliqué à amplifier sans se faire mal que la voix normale. Mais franchement, c'est quand même beaucoup plus plaisant à jouer que ça. Et en fait, j'ai appris par la suite que tout le monde m'a retenu, du coup. Parce que j'étais j'étais le méchant un peu sadique, voilà. Ouais. Et que les enfants m'adoraient. Alors que je suis censé être le méchant, à la base. Et en plus, ils avaient été préparés avant. On leur avait dit, ça, c'est le méchant. Oh, tu vois, il est pas gentil, tout ça. Et puis voilà, j'en ai fait quelqu'un de sadique et sympathique. Bien. Ça finit par le même son, hein, c'est pour ça. T'as une anecdote? Apparemment, sur le collège? Sur nous deux? Ah ça c'est... Ouais. Qu'on a évoqué tout à l'heure en allant chercher les frites. Ouais, c'était vous. Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu m'as... déjà, quand on s'est revu il y a 10 ans, je me t'ai dit ça. Mais là, quand tu m'as recontacté, je me suis dit, c'est dingue, quand même, qu'on ait tous les deux fait notre vie de chaque côté et que on est sortis ensemble. Le temps d'une cantine. Le temps d'une cantine. Ouais. Le temps d'un midi, quoi. C'est-à-dire que je me souviens encore, j'ai encore l'image des bancs devant les murs en béton des jardins là qui étaient là. Ah oui. Et tu étais très blonde à l'époque en plus. Là, je suis encore. Très blonde platine. C'est juste que ça quasiment se voit pas avec ma casquette. Mais t'avais beaucoup plus de cheveux, d'après ce que je me souviens. Et là, t'as ta casquette, mais voilà. Et oui, donc on est. Et donc la deuxième anecdote, c'est que quelques années avant, dans l'école primaire, là, avec les fameux cours de musique, tout se rejoint. C'est beau. J'avais aussi fait des bisous à une fille qui, elle aussi, est devenue homosexuelle. C'est beau, hein. Ouais. Et on est tous devenus homosexuels. C'est trop bien. Ouais, on s'est tous transmis la maladie de l'homosexualité. On s'est tous transmis le truc. C'est bien, hein. Non, franchement, c'est... Mais non, mais je trouve ça rigolo. J'en ai parlé autour de moi avant de venir et c'est vrai que je trouve que c'est comme quoi, il y avait peut-être un truc déjà pour lequel ça n'a pas marché. Après, c'était aussi une petite amourette de collège. C'était plus sur base de Paris que sur base de... Mais après, tu vois, moi, moi, j'ai eu du mal à accepter déjà le fait d'aimer les femmes. Donc, j'ai déjà dû, moi, faire mon auto-coming out sur ça. Et quand ça a été OK de mon côté et que je l'ai annoncé à d'autres personnes avec qui on était au collège, j'avais 17 ans. Et tout le monde m'a dit « Ah oui, mais... » En fait, on le sait déjà. Ouais. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez le savoir? Je le savais pas. Et en fait, tout le monde le savait. Alors moi, c'est un peu différent, c'est que, à part les personnes qui me sont très très proches, ils n'attendaient que ça, que je leur dise, parce que je pense qu'ils le voyaient. Tous ceux que, même qui encore aujourd'hui, je vais dans... Il y a des fois, je fais le pari. Il y a des fois, je me dis, tiens, je connais personne dans cette prod, je ne vais rien dire. Et puis je vais voir s'il le voit. Et en fait, personne ne voit rien. Et quand je dis j'ai un copain, ils sont tous là. Quoi? Hein? Jamais. Hein? Si. Et pourtant. Et pourtant. Mais voilà. Et donc c'est marrant de se dire que les gens qui sont proches de nous le voient. Ouais. Et ils le voient même parfois avant nous, tu vois. Ouais. Je te dis, hein, moi je le savais vraiment pas. C'était même pas imaginable. Moi pour le coup, je l'ai su, mais très 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 tôt. Je me souviens d'une expérience, je mets des guillemets autour du micro, que j'ai eu en CP avec un gars. Ah ouais? Ouais. Bizarre. Et oui, je l'ai reçu, je l'ai vu très tôt. Enfin, je l'ai su très tôt.
Mais à l'étude, au Collège Saint-Joseph, en études, il y a une année où j'étais pas... je pense que j'ai dû choper 2-3 heures de colle parce que j'étais toujours tout le temps retourné parce que le mec derrière me plaisait beaucoup. Ah ouais? Et il y a quelques heures comme ça que j'ai passé en colle parce que j'étais... à chaque fin. Il me disait, tu te retournes, Lisa, donne-moi ton carnet. Du coup, juste parce que le mec était beau. Là, c'est bien. C'est merveilleux. Là, c'est mignon. Bah oui. Genre, les sacrifices qu'on fait dans la vie pour ça, franchement. Ouais. Et c'était qui? Ça, je le mettrai pas au montage, mais... Oh, mais oui. Bon, il y avait pas de dents en plus, c'est dingue, c'est ça qui est dingue. Il y avait pas de dents. Bah, il y avait 2 dents, là. Toutes ces dents-là Mais si, il y avait étaient des absentes. Non, toutes ces dents-là étaient vraiment absentes. Ah ouais? Ouais, alors, il y en avait peut-être 4 ou 5. Je veux dire, il y avait beaucoup de dents qui manquaient. Ah ouais? Putain, je me souviens pas de ça. Bon, maintenant, il s'est fait refaire les dents. Hein. Puis il est devenu toujours aussi beau, hein, mais faut que j'arrête de tripoter ce micro, tu entends des... Ah ouais, ça va être ça, clairement. Ça va être horrible. Ah ben là, il a fini d'enregistrer, je pense. Je pense qu'il s'est arrêté. Mais c'était très sympa. Ouais, merci beaucoup, Florian. Ben, de Ça me rien. fait plaisir. Ben, moi aussi. Puis ça s'est passé exactement comme je pensais. C'est vrai? Dans la décontraction totale. Ouais. Bah oui, bah c'est ce que je veux. C'est ce que je t'avais dit. Moi, je veux que ce soit simple, facile. Je veux que tout le monde se sente bien. En fait, si à un moment, là, il y a la personne ou moi-même, il y a quelqu'un qui trouve ça lourd ou pas cool ou quoi, bah en fait, c'est même pas la peine de continuer, quoi.